Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. J'aime bien que les livres que je lis prennent toute leur place et tout leur temps dans mon quotidien, parfois sur plusieurs semaines. J'aime beaucoup Nina Bouraoui. La découverte de son écriture de ses livres quand j'avais 18 ans a été une claque. Parce qu'avant, je lisais beaucoup de classiques. Et de voir qu'on pouvait écrire comme ça, des choses courtes, des phrases courtes, qu'on pouvait faire passer énormément d'émotions comme ça m'a ouvert tout un monde. Moi, je pense que j'avais aussi cette représentation dans les films de l'auteur ou de l'autrice qui envoie son manuscrit en papier. Je crois que depuis que je suis adolescente, j'avais envie de le faire. J'avais très envie de faire ce geste, d'imprimer, de relier, de le mettre dans une enveloppe et de l'envoyer par la poste. J'avais vraiment envie de le faire, donc je l'ai fait. Bonjour Mina Namous. Bonjour. La semaine dernière a eu lieu une remise de prix dans un hôtel littéraire, l'hôtel littéraire Le Swan. Alors c'est Proust qui nous accueillait. Et à cette occasion, vous avez été élue lauréate d'un prix qui s'appelle le prix de l'instant. Le prix de l'instant, ça a été créé par une libraire, Sandrine Babu, et un journaliste, Guillaume Périllou. Vous avez été lauréate avec votre livre qui est un premier livre. Et dans une maison d'édition qui est une maison d'édition finalement toute jeune, toute récente, et pour un livre qui s'appelle Amour, extérieur, nuit. Avant de parler de Amour, extérieur, nuit, j'aimerais qu'on parle de vous en tant qu'autrice. Et ma première question, ce sera comment on décide un jour qu'on va écrire un roman ? Ou pourquoi ? Ou qu'est-ce qui fait qu'on écrit un roman ? Alors pour moi, c'est venu en 2018. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire un roman. C'était vraiment un rêve d'enfant, de 6 mois que je me souvienne. Et donc j'avais écrit des choses assez courtes auparavant, des chroniques ou des nouvelles. Et je nourrissais ce rêve. Et à un moment, en 2018, je me suis dit, c'est peut-être le moment de voir si j'en suis capable. Et donc je me suis fixée comme objectif, sans aucune pression, d'écrire une histoire d'une centaine de pages. C'est pour voir si j'avais une histoire en moi et voir ce que ça donnerait, plus par curiosité pour moi-même, pour le plaisir de le faire. Et donc je me suis lancée et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et à la fin, je l'ai relu. C'était comme un gros brouillon. Et je me suis dit que ça méritait tout de même d'être retravaillé pour pouvoir aboutir à un roman qui serait éventuellement lu par d'autres. Avant même ce déclic de 2018, alors qu'est-ce qui amène à l'écriture ? Est-ce que vous êtes une grande lectrice ? Parce qu'on dit souvent les autrices, les auteurs sont des grandes lectrices ou des grands lecteurs. Je suis une lectrice, je ne suis pas forcément une grande lectrice parce que je lis doucement. Donc, je ne suis pas dans la consommation effrénée de livres. J'aime bien que les livres que je lis prennent toute leur place et tout leur temps dans mon quotidien, parfois sur plusieurs semaines. Dans les auteurs contemporains ou les autrices, j'aime beaucoup Nina Bouraoui. La découverte de son écriture de ses livres quand j'avais 18 ans a été une claque. Parce qu'avant, je lisais beaucoup de classiques. Et de voir qu'on pouvait écrire comme ça, des choses courtes, des phrases courtes, qu'on pouvait faire passer énormément d'émotions comme ça m'a ouvert tout un monde. Et après, j'ai découvert des autrices comme Marguerite Duras aussi, qui m'ont beaucoup touchée. J'aime aussi beaucoup Romain Gary, Albert Camus, voilà, dans les grands auteurs. Et, donc je lis à la fois du classique, mais aussi du contemporain. À un moment, il y a une urgence d'écrire. Voilà, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais c'est plus vraiment un choix. Voilà, il y a quelque chose à mettre sur le papier, à faire sortir de soi-même et à porter au monde. Donc à un moment, j'ai vraiment ressenti cette urgence. Et vous la décririez comment, l'urgence ? C'était un besoin déjà peut-être presque physique d'écrire ou de partager ? Comment on pourrait C'était les deux, sur des temps différents. Il y a eu une impatience d'écrire et l'envie de ne faire que ça. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir en 2018 à ne faire que ça, à me réveiller le matin, à aller travailler dans une bibliothèque qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs,
à le faire vraiment comme un vrai métier, alors que c'est pas mon métier d'origine. Et à me fixer des objectifs uniquement pour moi-même et à être dans cette solitude uniquement avec l'histoire et à voir comment les personnages prennent de plus en plus de place dans la vie de l'auteur ou de l'autrice. Donc ça, j'ai découvert tout ça avec curiosité, avec optimisme, parfois avec beaucoup d'étonnement, se surprendre à ne penser qu'à ça, à leur donner vraiment une vie et à voir qu'ils prennent votre vie aussi. Et donc j'ai beaucoup aimé ce moment de solitude avec le roman. Et après, une fois qu'il est suffisamment mûri, il y a cette impatience aussi de le faire lire. Et donc là, c'est l'urgence de le retravailler et de le faire éditer. Donc à un moment, j'étais vraiment dans cette optique-là. Alors on va tout décomposer, toutes ces étapes, ça m'intéresse. Donc vous me disiez, alors vous, votre routine, parce que j'aime bien cette idée de... Il faut se créer une routine, c'est le cas pour vous? Vous Moi, aviez ça a été besoin le cas, en tout cas pour ce premier roman, de me créer une routine. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire à ce moment-là, donc vraiment se réveiller le matin, prendre son petit déjeuner, sortir, aller dans un endroit pour travailler qui est assez plaisant. J'avais aussi mes rituels et ensuite je m'y mettais. Alors ça ne marche pas à tous les coups, hein. Parfois on n'est pas inspiré et puis ensuite pause déjeuner, reprise, vraiment comme un métier classique. Et, alors parfois je le reprenais le soir. Et puis ensuite il y a eu un moment où comme je retravaillais, j'avais plus toutes ces journées libres, mais du coup j'y consacrais mes week-ends, mes soirées. Et ça j'aimais bien aussi, ça restait aussi du temps avec soi-même, qui n'était ni un loisir, ni un véritable métier, quelque chose entre les deux, comme un plaisir, mais avec une certaine contrainte qu'on se fixe soi-même, une certaine discipline. Et j'aimais bien cette idée de la discipline, de faire quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire, mais parce qu'on a extrêmement envie de le faire. C'est un rendez-vous aussi peut-être avec soi ou avec l'écriture. Et alors vous me parlez de rituels, c'est un secret ou c'est quoi ces rituels? Non, c'est pas vraiment un secret, mais j'allais travailler à la librairie Richelieu, qui est une très belle librairie. Et donc il y a la grande salle où il y a tous les étudiants, les chercheurs, où j'allais écrire, donc il y a une très très belle salle. Et au-dessus, il y avait une petite galerie d'art avec des expositions permanentes ou semi-permanentes. Et j'aimais beaucoup faire un petit tour avant. Il y avait des petites musiques qui passaient, des petites scènes de théâtre, des toutes petites scénettes. Et j'aimais bien, avant de me mettre à écrire, m'imprégner de tout ça, rester quelques minutes, un quart d'heure. Vous êtes dans le moment et puis après redescendre et travailler. Et puis quand j'avais des petits coups de blues, parce que ça arrive quand on écrit ou quand on travaille, en tout cas quand on est seul, face à un travail d'écriture, ça arrive, me replonger dans ça. C'était un calme, un moment pour soi et puis après je redescendais. Oui, c'est comme une sorte de sas entre la vie, vie quotidienne et la... C'est le bon mot, c'était un sas entre la rue et l'écriture. Et alors quand vous aviez une matière, est-ce que vous aviez déjà des notes? Parce que j'avais des écrivaines et des écrivains qui me disent qu'ils sont tout le temps en train de prendre des notes, ils ont un petit carnet tout le temps. Ou alors aujourd'hui, ils prennent beaucoup des notes digitales, puisqu'on a tous des téléphones, on n'a pas forcément des carnets papier. Mais est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous aviez déjà une sorte de matériau comme ça, brut Alors au début, pas du tout. Dans la première version du roman, pas du tout. Je me suis vraiment laissée porter. C'est venu comme ça. Je ne savais pas où l'histoire me mènerait. Je ne savais pas quelle serait la fin. Donc je me suis laissée porter et surprendre. Dans la deuxième version que j'ai retravaillée pour le faire éditer, il y avait eu un temps intermédiaire où j'avais écrit d'autres choses. Notamment, j'avais écrit l'histoire vue par le personnage masculin, parce que l'histoire est racontée par le personnage féminin. Puis après, j'avais marqué une pause, la fin de la première version, et j'avais écrit le point de vue du personnage masculin, que j'ai pas repris en tant que tel, mais que j'ai exploité. Donc de temps en temps, j'aimais bien aller revoir ce que j'avais écrit sur lui, et puis ça me servait un peu de trame pour ce personnage-là. Vous m'avez dit, donc il y a une première écriture, puis il y a un retravail. Alors ça se passe comment, le retravail? C'est le jour d'après? C'est un mois plus tard? Pour moi, ça a été des mois plus tard, voire une année plus tard. Donc le temps de laisser reposer, le temps de se dire est-ce que je fais le deuil de cette version ou est-ce que je la reprends, et attendre aussi que l'envie revienne. Donc il y a eu bien eu
ça s'est fait par différentes étapes. Moi, ça a été 2018, 2019 et un peu en 2021. Donc plusieurs étapes et puis voir aussi l'histoire mûrir en fonction des différentes périodes. Et ça consiste, après le retravail, c'est beaucoup de coupes, c'est beaucoup de refondre, on va dire, la trame ou changer des chapitres, je sais pas, d'un ordre. Alors pour moi, la trame est restée la même, la structure est restée exactement la même, celle que j'avais pondue, entre guillemets, au tout début, qui est venue naturellement, elle est restée la même. Donc les mêmes chapitres, la même histoire. En revanche, il y a eu pas mal de coupes et beaucoup de réécriture. Il a été extrêmement étoffé. Donc il est passé en format Word, par exemple, d'une centaine de pages dans sa toute première version à en Word, peut-être 200 pages, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment eu un vrai travail de réécriture à ce moment-là. Et donc reprendre du tout début, chapitre par chapitre, voir ce qu'on a envie d'étoffer, ce qui peut rester tel quel. Et y prendre. C'est un autre travail, c'est peut-être un peu plus laborieux, mais c'est aussi une autre forme de plaisir aussi de se laisser partir. Donc on a dit, il y avait cette première phase d'écriture, vraiment rituel, etc., une phase de retravail, et puis après on s'est dit, il y a une phase d'aller chercher des lecteurs. Alors, est-ce que vous avez eu besoin de premiers lecteurs de confiance, justement pour vous aider à retravailler, avant même... Oui, alors la toute première version, alors moi j'ai une tendance fâcheuse à couper beaucoup quand je me relis. Donc je me suis dit, si à force de me relire, je coupe tout, il ne me restera plus grand-chose. Et sur les conseils d'une amie, je l'ai fait lire à une personne que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, qui n'avait jamais lu avant, parce qu'avant j'écrivais des petites chroniques. Un regard totalement pur et objectif. Et semi-professionnel, parce que c'était une personne qui avait travaillé dans le monde de l'édition pour la jeunesse, je crois. Et voilà, sans enjeu, juste pour avoir un regard objectif. Et donc elle l'a lu, elle avait été extrêmement enthousiasmée, m'avait fait quelques petites remarques. Et donc l'idée de me dire ça peut être lu par quelqu'un, ça peut être apprécié, ça m'avait vraiment boosté pour pouvoir ensuite chercher des lecteurs. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la recherche d'une maison d'édition. Oui, alors ça aussi c'est intéressant parce que comment on fait J'ai une vague idée, mais je vous pose la question comment on sélectionne et comment les choses arrivent ou se passent, parce qu'il y a tout... il y a un fantasme. Moi, ce qui me fait rire, pour tout vous dire, c'est souvent comment les maisons d'édition sont représentées au cinéma, par exemple, ou dans les films. C'est toujours assez... assez... comment dirais-je... Oui, un peu caricatural, quoi. Moi, je pense que j'avais aussi cette représentation dans les films de l'auteur ou de l'autrice qui envoie son manuscrit en papier. Et je crois que depuis que je suis adolescente, j'avais envie de le faire. J'avais très envie de faire ce geste d'imprimer, de relier, de le mettre dans une enveloppe et de l'envoyer par la poste. J'avais vraiment, vraiment envie de le faire, donc je l'ai fait. Moi, j'ai fait ça, je suis allée dans une imprimerie, je l'ai imprimé, donc la personne en face m'a dit « Ah, vous êtes romancière ?» Donc je dis « Ah oui, c'est mon premier roman. » Donc c'était un moment de joie. J'ai adoré ce moment, cette action de le faire, de le laisser partir. Et à ce moment-là, je m'étais dit, peu importe ce qui arrivera, qu'il soit édité ou pas, la plus grande joie et le plus grand bonheur, c'est de l'avoir terminé, finalisé et prêt à envoyer. Donc ça, c'était un jour merveilleux dont je me souviens. Et c'est vrai que le fait d'imprimer, finalement, parce qu'on travaille sur Word, sur PDF, peu importe, ça a une première incarnation, même si c'est pas le livre, on va dire, définitif, oui. Mais c'est vrai que ça donne vie, l'objet... Et pour soi, c'est un moment absolument génial, hein, ne serait-ce que de le porter sur soi jusqu'à la poste. Enfin, moi, j'avais vraiment adoré ce moment, je m'en souviens très très bien, et j'avais célébré ce moment. Je trouve d'ailleurs c'est très frustrant dans la lecture digitale, vous savez, parce que si le livre n'est que digital, bon, et j'ai rien contre, les gens lisent comme ils veulent, mais c'est quand même de ne pas avoir un objet, ouais, c'est... Dans le livre, il y a cette notion d'objet. Moi, l'objet m'a toujours beaucoup tenu à cœur, et donc je lis que des livres en papier, et puis donc j'avais à cœur qu'ils soient aussi édités en papier. Et donc je l'ai fait. Après voilà, je pense que c'est une vision assez fantasmée de la façon dont ça peut se passer. Il peut y avoir des miracles, hein, donc j'y ai cru, mais bon, comme il ne s'est rien passé, alors
j'ai raisonné de façon rationnelle. Je me suis dit qui autour de moi peut m'aider à le faire sortir, à le faire lire, parce que j'avais vraiment envie qu'il soit lu, qu'il soit partagé. J'avais plus envie de le garder pour moi. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer un agent littéraire avec qui on s'est très bien entendu assez vite, qui a été enthousiasmé par la lecture, qui m'a aussi donné des pistes de correction. Donc je me suis sentie accompagnée très vite. Et ça a été vraiment une belle rencontre. Et c'est lui qui ensuite m'a introduit à cette maison d'édition qui est Dalva. Donc au final, j'ai eu beaucoup de chance. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai que les agents littéraires, on connaît, ils se développent, enfin leur rôle se développe en France, mais c'est quelque chose qui était plutôt connu dans les pays anglo-saxons. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce rôle justement, à quoi ça sert un agent littéraire? Alors moi j'ai découvert ça parce que je connaissais son épouse, donc il y a eu la gentillesse de me le présenter, de lui parler un peu de mon écriture. Et donc c'est un métier que j'ai découvert aussi. Puis ensuite en me renseignant, j'ai vu en effet que c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le monde anglo-saxon et pas beaucoup en France, ce qui est dommage. Parce que c'est un vrai rôle d'accompagnement et de soutien. Je pense qu'en tant qu'autrice ou auteur, on peut se sentir un peu seul, même qu'on n'ait ou pas une maison d'édition. Donc surtout quand on est tout nouveau, qu'on ne connaît pas ce milieu. Et donc c'est d'abord un premier rôle de lecture, de conseil, et puis de vous guider dans le choix des maisons d'édition en fonction de votre manuscrit, de votre caractère, du contexte, de tout un tas de choses. Donc il a été un super guide. Et puis surtout, je pense que le rôle principal est de vous trouver une maison d'édition. Et puis ensuite aussi de vous accompagner dans tout le processus de contractualisation, de suivi du livre, de faire vivre le livre aussi. Donc c'est vraiment un allié. Donc moi je suis très très heureuse de l'avoir rencontré. Le rapport avec la maison d'édition, alors c'est une toute nouvelle maison d'édition, les éditions Dalva, on rappelle le nom parce que c'est important, c'est toujours important d'accompagner des maisons qui se créent, ils en ont besoin. Quel est votre rapport avec... il y a combien de personnes? Il y a une, deux, trois parce qu'en général, alors je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a une personne, donc la fondatrice des maisons d'édition qui s'appelle Juliette Ponce, mais qui a ses partenaires très très proches avec qui elle travaille, dont Marianne Lacoma, qui travaille beaucoup avec elle. Et donc, moi, j'ai d'abord rencontré Juliette, et puis ensuite, au moment de fabriquer l'objet, parce qu'il y a le manuscrit et ensuite l'objet, j'ai aussi beaucoup travaillé avec Marianne. Et là, on sent, et c'est une surprise quand on écrit son premier roman, de voir toute cette implication. Et donc, c'était vraiment une collaboration extrêmement étroite, et elles y sont pour beaucoup. Dans ce qui fait le livre aujourd'hui. Par exemple, le titre qui est Amour extérieur nuit, c'est votre titre ou parce que souvent c'est la maison d'édition qui décide au final. Enfin, c'est un dialogue, mais et là en l'occurrence ça s'est passé comment? Alors justement là en l'occurrence moi j'avais un autre titre au départ et puis ensuite qui n'a pas été le choix de la maison d'édition pour des raisons que je peux comprendre. Et donc ce Amour extérieur nuit était une idée des éditrices de Juliette, je crois. Donc on avait pas mal brainstormé autour du titre. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'hésitations, beaucoup de freins aussi des deux côtés. Et finalement, ce titre, moi je m'y suis habituée. Voilà, c'est un beau titre. C'est un très beau titre. C'est un très beau titre, mais auquel il a fallu que je m'habitue. Et puis aujourd'hui, quand je le vois, en effet, il a tout son sens. Et donc, mais il fallait se l'approprier. Il fallait se l'approprier un petit peu. Pareil pour la couverture, qui est une très très belle photo. Et qui est une photo qu'on a eue grâce à Marc, donc qui est l'agent littéraire dont je vous parlais. Et c'est une photographe moitié algérienne, moitié d'un autre pays, je ne me souviens pas, donc peu importe, qui s'appelle Nadia Ferrouri, et c'est une photo qui a été prise à Alger. Et qu'elle a eu la gentillesse de nous prêter pour cette couverture, qui est aussi une très belle photo. Et pareil, en fait, il faut s'habituer en tant qu'autrice, quand on a eu le livre pour soi pendant plusieurs années, à voir d'autres gens prendre un peu leur rôle dans la fabrication de l'objet. Je pense que le plus difficile, c'est de voir son manuscrit,
c'était le plus difficile et le plus excitant en même temps, de voir son manuscrit, quelque chose qu'on a eu juste pour soi pendant longtemps, se transformer en quelque chose qui va être vu par tout le monde. Donc, ça, c'est un peu comme laisser partir son bébé. Ouais, il faut accepter. C'est à la fois génial parce qu'on en a rêvé toute sa vie et c'est merveilleux de voir autant d'implications, mais des fois c'est un peu perturbant. Et l'éditrice, alors, parce qu'il y a eu donc votre retravail, il y a eu les lecteurs du cercle plus intime, il y a eu votre agent littéraire, et l'éditrice, elle est aussi, entre guillemets, intervenue sur le texte ou oui, pas spécialement? On en avait parlé justement quand on s'était rencontrés, puis elle m'avait donné quelques pistes, quelques billes de travail en me laissant totalement libre, mais je l'avais aussi retravaillé selon ces pistes-là. Et puis après, évidemment, il y a aussi un travail plus en détail sur certaines phrases qui n'auraient pas lieu d'être, sur des modifications qu'elle a présentées elle-même comme mineures, mais qui, je pense qu'ils font qu'un livre assez brut peut être édité. Donc ça s'est passé très en douceur. C'était plutôt. Ça s'est fait de façon très fluide. Amour extérieur nuit, il aurait presque pu s'appeler Alger extérieur nuit ou pas? Alors c'est drôle que vous disiez ça parce que une des premières propositions était Alger extérieur nuit. Et ensuite, il a été décidé que ce serait bien qu'il y ait le mot amour dedans. On avait beaucoup hésité entre ce qu'il faudrait qu'il y ait Alger dedans, amour dedans. Les deux, ça aurait peut-être fait un peu beaucoup. Et puis finalement, le choix s'est porté sur amour extérieur. Et qui est un titre très original, très mystérieux, parce que quand on cherche des titres, on se rend vite compte que tout a été pris. C'est rare d'avoir un titre original qui n'a jamais été utilisé. Et celui-là, c'est vrai qu'il est très très mystérieux, très original. Quand la brise se lève et caresse mon rêve d'un parfum d'oranger, je voudrais que le jour plus jamais ne se lève, comme paresse brève ces minutes d'amour. Alors peut-être que justement, moi je connais pas du tout Alger, mais j'ai senti qu'alors peut-être on était plus libre justement la nuit. Tout au long du livre, on sent une forme parfois de peur ou de tension, surtout sur les personnages féminins. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On peut deviner bien sûr, mais on ne sait pas exactement pourquoi il y a cette peur, ou cette menace. On sent point de menace. Et peut-être que la nuit, c'est un moment de liberté, c'est ce que je me suis dit en lisant. Alors oui et non. La nuit peut être un moment de liberté, en tout cas pour les deux personnages du livre, ça l'a été parce qu'ils avaient l'occasion de sortir de la nuit dans des endroits qui les protégeaient un petit peu, et puis ils se sont créés eux-mêmes un cocon qui les protège. Mais en revanche, dans la vraie vie, parce que la nuit est extrêmement dangereuse pour les femmes, et il y a peu de femmes qui marchent la nuit. Quasiment pas, d'ailleurs seule dans la rue. En général, la nuit, vous êtes plutôt en voiture ou dans des endroits fermés, que ce soit des restaurants ou des appartements. Et la nuit, dans les sociétés arabes, d'une façon générale, je pense que ça appartient surtout aux hommes. La nuit, en tout cas, dans l'espace public. Oui, c'est vrai. Alors, on a trois femmes. Ça c'est très joli aussi dans le livre. Donc, une grand-mère, une mère et une fille, donc, qui est le personnage, la narratrice aussi. On sent que c'est très important cette relation justement entre les trois femmes. Vous pouvez nous en parler? Alors, il y a des aspects autobiographiques, biographiques, comment ça s'est passé ces trois, par exemple, de mettre ça au centre du livre, la relation entre ces trois générations? Alors c'est pas autobiographique. Moi j'ai pas connu mes grands-mères, mais j'ai toujours voulu, je pense, les connaître, ou je les ai connues à travers mes mères et mes tantes et toutes les femmes de ma famille. Donc elles ont toujours une présence assez forte. Et je pense que j'ai aussi eu envie de leur rendre hommage. Et aussi rendre hommage et rendre toute leur place aux femmes qui
sont puissantes dans la société, au quotidien, dans le monde de l'intime. Et j'aimais bien cette complicité qui peut se créer entre femmes et qui est exacerbée encore plus quand il n'y a que des femmes. Et les moments difficiles aussi, parce qu'elles n'ont pas toujours une vie très simple. Hein. C'est quand même 2 veuves, une orpheline dans la maison. Donc, c'est une maison où il y a beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, beaucoup de dérision, beaucoup d'humour, chacune avec son caractère, chacune avec ses traumatismes, et chacune essaye de naviguer, et puis surtout de protéger l'autre. Donc chacune se donne comme mission de protéger l'autre, et ça se fait dans tous les sens. Donc c'est ça que je trouvais aussi assez charmant. C'est l'histoire aussi on va dire, d'une femme libre, enfin, qui cherche à conquérir cette liberté. Et généralement, vos lectrices ou même vos lecteurs vous font des retours sur cet aspect-là spécifique où je sais que c'est difficile d'avoir des retours de lecteurs parce que malheureusement on n'est pas connecté au cerveau des gens qui vous lisent et on ne peut pas forcément les rencontrer tout le temps. Est-ce que on vous a parlé notamment de cet aspect-là De l'aspect libre Oui, de la liberté. C'est vrai que c'est une femme très libre. Alors j'ai eu des retours assez différents de lecteurs. Il y en a qui l'ont trouvée soumise par rapport à cette histoire d'amour. Il y en a qui au contraire l'ont trouvée extrêmement libre et indépendante. Donc je pense que ça dépend comment on se positionne soi-même vis-à-vis d'une histoire d'amour. Moi je la trouve extrêmement libre, extrêmement féministe, et c'est une femme, Sarah, donc la personnage, qui acquiert sa liberté par différents moyens, soit en se détachant totalement du système qui voudrait la contrainte, soit en jouant le jeu parfois, et parfois c'est en jouant le jeu qu'on devient libre, parce qu'on peut vivre plus tranquillement. Donc il y a différents moyens, et puis elle navigue en fonction de son humeur, en fonction des possibilités, en essayant en tout cas de ne rendre de compte à personne et de faire surtout ce qui lui plaît, ce qui est la plus grande liberté, de faire ce qu'on a envie de faire. Très joli moment dans le livre que j'ai bien aimé, voilà, je fais jouer ma subjectivité. C'est dans une ville de l'Est, au bord de la mer, et il y a un accident, je ne vais pas en dire plus. Et j'ai trouvé que c'était très, très touchant, justement, la manière dont vous le racontiez, puis ce que ça pouvait actionner avec vos personnages. C'est un fait divers, vous l'avez vécu, vous l'avez imaginé, c'est quelque chose qui peut se passer régulièrement. La mer a l'air dangereuse là-bas. Alors la mer peut être dangereuse, elle ne l'est pas toujours, mais elle peut l'être. Et alors cet épisode de l'accident est une histoire vraie que j'ai vécue et que j'avais raconté il y a quelques années dans un blog que je tenais quand je vivais à Alger. Et donc c'est l'un des rares récits que je suis allée rechercher, parce que je me suis dit voilà, je raconte un peu une histoire similaire, donc je m'étais aussi inspirée de ce que j'avais raconté il y a quelques années, de façon un peu plus romanesque évidemment. Mais voilà, c'est une histoire qui s'était vraiment passée quand j'étais adolescente, à laquelle j'avais assisté avec mes cousines, mes tantes. Et donc je crois que j'ai décrit un peu comme, en tout cas cet épisode-là de l'accident, hein, purement, et qui m'avait beaucoup marqué, parce que voilà, c'était un moment d'insouciance où on était à la plage et dans la légèreté de l'été, dans tout ce que l'été peut impliquer. Et oui, il y a eu cet accident, et puis voilà, le drame est venu et a habité toute la suite de l'été. Et puis c'est aussi un rappel qu'en Algérie, surtout à cette époque-là, parce que c'était dans les années 90, donc une période assez noire, très très noire, de l'histoire de l'Algérie, où le drame est jamais loin, d'une façon ou d'une autre, que ça a été le terrorisme ou d'autres choses, dans la sphère privée ou même dans la sphère des faits divers, le drame n'était jamais loin. Qu'ils se produisent ou pas, il n'était jamais loin, il ne fallait pas l'oublier. Et voilà, et c'est resté. Mais c'est ça qui est intéressant dans le livre, justement, on sent cette tension, comme on disait, dramatique, mais vous ne donnez jamais de détails, enfin, vous ne parlez pas ni du terrorisme, ni de difficultés, vous ne décrivez pas, on va dire, les difficultés que peuvent vivre les personnages au quotidien. Mais c'est vrai, on sent cette tension.
C'est une tension qui a été très forte en Algérie et qui est restée, même si aujourd'hui c'est une période révolue, je pense qu'on peut dire ça, s'il y a toujours des relents. C'est quelque chose qui est resté, qui habite tout le pays, qui habite les habitants. On n'est jamais totalement détendu. C'est quelque chose peut toujours dévier. La vie humaine maintenant est totalement influencée par ça, les rapports humains aussi. Donc c'est là, toujours en fond. C'est ce qui fait qu'on... Et à la fois, on attend que quelque chose de négatif se passe, mais on peut aussi attendre que quelque chose de merveilleux se passe. On est toujours en train d'attendre que quelque chose se passe. Et cette tension, elle est assez intéressante à vivre. Les moments ne sont jamais anodins. Bon, en tout cas, on la ressent bien dans la lecture. Je voulais vous demander justement la phase actuelle, qui est la phase, on va dire, de faire connaître le livre. Est-ce que pour vous c'est encore une phase intéressante, parce que on a parlé de l'écriture, du retravail, de toute la maison d'édition, de l'objet qui arrivait, et maintenant il faut en parler. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous vous sentez bien? Est-ce que ça vous intéresse d'aller à la rencontre justement des lecteurs? Comment vous vivez ça? C'est une phase que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parler du livre. Je m'en lasse pas et ça m'amuse aussi de recevoir les avis des lecteurs, qu'ils soient positifs, négatifs. Je trouve ça plutôt chouette, plutôt très marrant. Et puis moi j'aime beaucoup en parler. J'aime bien l'idée d'accompagner le livre, d'accompagner les personnages, de parler d'eux. Donc j'y prends beaucoup de plaisir et je savoure chaque moment. Vous avez participé à des salons, par exemple? Oui, il y a eu des salons, il y a eu aussi des rencontres, soit des rencontres en librairie ou des rencontres avec des clubs de lecture. Donc je me positionne toujours vraiment en accompagnement du livre. Et puis parfois j'aime plus écouter ce que les gens ont à dire que forcément en parler, parce qu'un livre, c'est comme un film ou une musique, peu importe. On se l'approprie toujours, il n'y a pas de vérité absolue sur un livre ou sur une histoire. Et notamment sur l'histoire d'amour, ça m'amuse de voir comment c'est perçu, parce que ça dit toujours quelque chose sur soi. Et je trouve ça très intéressant, ces partages d'expériences. De voir dans les salons, ce qui est très émouvant, c'est de rencontrer les gens qui connaissent ou qui ont connu Alger. C'est assez fréquent de rencontrer des personnes qui ont quitté l'Algérie en 62 ou même avant, qui y sont retournées ou jamais retournées et qui aujourd'hui gardent un attachement extrêmement profond à l'Algérie, parfois un attachement douloureux, et qui vivent Alger à travers les livres et donc qui cherchent à retrouver quelque chose et qui viennent, qui en parlent. Donc c'est toujours des moments très émouvants. On va bientôt se quitter, mais j'aimerais vous poser une dernière question. C'est genre ma question un peu qui termine les épisodes de podcast. C'est justement, si quelqu'un nous écoute qui a envie de se lancer dans l'écriture, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner? Un ou plusieurs? Moi, le conseil que je donne en général aux amis qui ont envie de se lancer, c'est de le faire tout simplement, de ne pas se poser trop de questions, de non je peux pas, non j'ai pas le temps. Je pense que dès qu'il y a l'envie, il faut le faire, peu importe la suite, et tant qu'il y a du plaisir dans le processus, je pense que il faut pas hésiter, il ne faut pas se mettre de contraintes, il ne faut pas se mettre de barrières. Tant qu'il y a l'envie d'écrire ou quoi que ce soit d'autre, il faut se lancer. Ça me semble être un bon conseil. Conseil simple, mais voilà. N'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie, Mina Namous. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.